Europe 1, 8h19, l'interview de Thierry Guerrier est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin est Nicolas Hulot. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. C'est parce que vos amis d'Europe Écologie Les Verts ont renoué avec le pouvoir en France que vous avez renoncé, vous, à aller à Rio, au sommet mondial de l'environnement ? Non, ça n'a rien à voir, une coïncidence. Non, je ne suis pas allé à Rio simplement parce qu'il y a un moment, il faut quand même dire les choses. Moi, j'ai été à Johannesburg, j'ai été à Copenhague, j'ai accompagné tous ces sommets. 20 ans se sont passés depuis Rio, 90 objectifs actés à Rio il y a 20 ans, il y en a 4 qui ont été vaguement tenus. Donc je crois qu'il ne faut plus participer à la mystification, il faut dire les choses avec fermeté, avec exigence. On est dans une situation qui est assez complexe, je l'entends bien, mais il y a une crise systémique qui est en gestation parce que quand la crise écologique, ce qui va se passer dans les années qui viennent, malheureusement, va rejoindre la crise économique, je crains qu'on soit un peu pris de court. Donc, qu'est-ce qu'a montré Rio, au fond, qu'on ne vous entend plus? Vous parlez de refoulement collectif à propos de l'idée d'urgence écologique. C'est fini, elle est morte cette idée. Il y a toujours plus urgent que la crise climatique ou la crise écologique. Je pense que Rio est significatif de deux choses. Premièrement, nos institutions ne sont pas adaptées aux enjeux de long terme, aux enjeux collectifs. Ça, c'est la faillite de nos institutions. D'où la raison pour laquelle je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on ait une organisation mondiale de l'environnement qui est autorité sur l'organisation. Comme l'OMC, oui, mais qui est autorité sur l'OMC, parce que pour l'instant, c'est l'OMC qui dicte les trajectoires du monde. Donc ça, c'est pas c'est un vœu pieux, hein, cette organisation. Oui, on n'en a même pas parlé. On y viendra. Malheureusement, on y viendra probablement quand la situation sera grave. Et elle le sera parce qu'il faut être très clair et très cohérent. Où on fait partie du camp allègre, c'est-à-dire on ne croit pas au changement climatique. Et moi, je dis à la limite, bon, on est cohérent, c'est pas la peine de faire des efforts. Où on y croit, comme la France a ratifié Kyoto et la France a montré son... François Hollande était à Rio, voilà. C'est un des rares. Et à ce moment-là, il faut à un moment ou à un autre être cohérent. Parce que si on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, entre autres défis, où est la cohérence quand on donne par exemple un permis d'exploitation à Shell pour aller chercher des dernières gouttes de carburant liquide au large de la Guyane? Shell est total. Cette affaire des forages guyanais, c'était aussi pour des raisons tout simplement de respect de la légalité. Le gouvernement vient d'arriver, il ne va pas oui, mais il y a un moment, il faut être cohérent. Ne pas respecter le droit. Saccager toute la planète pour extraire les dernières gouttes de gaz, de schiste, de pétrole, etc., etc. Et à ce moment-là, c'est ce qu'appellent les sociologues, c'est la tentation de la ruine, c'est-à-dire c'est la fuite en avant. Où on croit que les changements climatiques sont la pire menace qui pèse sur l'humanité. Et il y a un moment ou un autre, il faut se mettre en ordre de marche pour s'affranchir du pétrole, en gardant d'ailleurs à l'esprit que probablement les Chinois, qu'on pointe toujours du doigt, seront plus en avance et plus ingénieux sur ces sujets-là. Vous parlez de la Chine à l'instant, Nicolas Hulot, la Chine, l'Inde, et les pays pauvres surtout, qui ne sont pas dans un tel mouvement de développement. La Bolivie, le président Morales, à Rio, est venu, un homme de gauche, il dit « L'économie verte que vous suggérez, en gros, c'est une affaire de bobos et de gens riches, c'est la nouvelle forme de colonialisme des riches. » C'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour les pauvres, il y a la crise économique, la crise sociale. Ce vocabulaire, je le connais depuis longue date. Moi, j'étais il y a peu de temps, par exemple, au Tchad. Vous verrez si c'est une affaire de bobos, les changements climatiques. Allez rendre visite à ces peuples-là, les peuples sahéliens, et vous verrez, comme l'a dit d'ailleurs leur représentante à Copenhague, ils sont déjà dans le tunnel de la mort. Donc c'est un devoir de riche. C'est pas une préoccupation de riche, c'est un devoir de riche. Donc il faut balayer devant notre porte. C'est à nous, notamment l'Europe. Moi, mon horizon, il se limite à l'espace européen. Mais est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied? C'est-à-dire qu'il ne reste plus au fond aujourd'hui que l'Europe est qu'une quinzaine de pays, même pas 27, à essayer de fixer des règles qui alourdissent l'activité de notre économie, par exemple. Pour ceux qui n'ont que comme raisonnement... On est les seuls. Les Russes, les Chinois, les Indiens, les Brésiliens ne font pas comme nous. Souvenez-vous du rapport de Nicolas Stern, qui disait que les pays qui vont anticiper sur la crise écologique, sur la crise climatique, ça sera 1 point de PIB. Ceux qui subiront, ce sera 6-7 points de PIB, c'est-à-dire que ce n'est pas à la hauteur de notre modèle économique et démocratique. On a intérêt à anticiper, et les Chinois que vous évoquiez à l'instant, par exemple sur ce qu'on appelle l'accaparement des terres rares, c'est-à-dire des matières sur lesquelles notre économie repose, sont aujourd'hui quasiment le producteur exclusif, parce qu'ils ont un sens de la planification que nous n'avons pas eu. Ils ont bien anticipé que nous avons basculé dans la rareté. Donc, avant de regarder ce qui se passe ailleurs, si l'on veut faire l'Europe, c'est bien sur ces sujets-là. Et l'économie verte, tout dépend ce qu'on y met derrière. Est-ce que c'est juste le modèle économique tel qu'il a existé jusqu'à présent, corrigé à la marge, ou est-ce que c'est un modèle fondamentalement nouveau? Sur les forages guyanais, juste un mot, vous demandez quoi au gouvernement? Un moratoire alors? Au minimum, oui, évidemment. Il y a un moment ou un autre, il faut être cohérent. Ou alors que le gouvernement nous dise, on laisse tomber les changements climatiques, il y a plus urgent et ça n'est pas une menace si grave que cela. Alors voilà, Nicolas Hulot sur Europe 1 ce matin demande un moratoire à Delphine Bateau. Alors justement, la France, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vos amis écologistes ont un poids institutionnel comme jamais. 2 groupes parlementaires, c'est du jamais vu. 2 ministres, votre propre directeur
directeur de campagne, Pascal Durand, un ami à vous, patron d'Europe Écologie Les Verts. Tout va bien? Oui, enfin bon, tout voit bien, ça ne va pas changer non plus, ça ne va pas être la révolution écologique demain matin. Tout dépend si leur présence au gouvernement, qui est saine et souhaitable, encore une fois, parce que la voix de l'écologie, pour l'instant, ils en sont les seuls porteurs. Mais est-ce que c'est une manière de contraindre leur voix ou de leur donner de la voix? Seul l'avenir le dira. Mais ce qui est important, c'est qu'on cesse de sous-traiter ces problématiques qui sont complexes. Parce que l'écologie, pardon de le dire, mais c'est une préoccupation éminemment sociale. Est-ce qu'on va simplement les sous-traiter à 2-3 personnes en se donnant une fois de plus bonne conscience? Ou est-ce que l'ensemble du gouvernement, moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce que va faire Delphine Batho. Pour l'instant, j'attends de voir et je pense que je la rencontrerai comme j'ai rencontré Nicole Bricq. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Jean-Marc Ayrault, qu'est-ce que Moscovici ont en tête. Parce que c'est là qu'est la clé de tout. Oui. Mais alors, concrètement, vous allez annoncer une série de propositions nouvelles, à nouveau. Il n'y a rien de tout ça dans le programme des Verts. Vous voulez une troisième chambre après l'Assemblée, le Sénat. Vous allez nous dire comment elle pourrait fonctionner, à quoi elle pourrait servir. Vous voulez une nouvelle fiscalité écologique. Vous voulez un changement dans l'attitude des banques centrales. Qui soit à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qu'il faut cesser encore une fois d'être dans la posture. Une troisième chambre. C'est quoi cette troisième chambre? Simplement pour faire rentrer le Sénat futur, après le Sénat, pour faire rentrer le futur dans la démocratie. C'est-à-dire qu'on est à un endroit dans notre gouvernance où on n'est que comme seule ligne d'horizon le long terme et que l'on voit si les décisions d'aujourd'hui compromettent l'avenir de nos enfants. Mais il y a un Conseil économique et social déjà, il n'a pas de pouvoir. Et bien justement, constitutionnellement, on lui donne deux choses. Un droit de veto suspensif, c'est-à-dire qu'on fait revoir la copie à l'exécutif et on lui permet d'élaborer des propositions de long terme et on oblige l'exécutif au moins 2 fois par an à venir se nourrir de ces propositions. Et pourquoi pas les députés ou les sénateurs? Qui serait dans cette chambre? Le Sénat, Qui serait dans cette chambre? Des citoyens tirés au sort, des experts et les représentants évidemment des corps sociaux. Et ils auraient un droit de veto. Et ils auraient un droit de veto. C'est une révolution, suspensif. ça. Mais et vous croyez pas que ce qui va nous prendre au nez, ça va être une révolution, sauf qu'il vaut mieux que ça soit nous qui la menions plutôt qu'on la subisse. Les banques centrales, vous proposez la même chose presque que Jean-Luc Mélenchon pour qui vous avez voté. Il y a un préalable à tout parce que là tout le monde participe à la mystification. Il n'y a plus de sous. Je veux dire que nos budgets sont étranglés, la dette plombe nos budgets et les intérêts de la dette gonflent la dette elle-même. Et alors il faut faire quoi? Il y a un moment ou un autre, si on veut investir sur l'avenir, il faut permettre notamment aux banques centrales, à travers des banques d'investissement, de prêter à des taux marginaux aux États. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Les banques centrales prêtent aux banques privées à des taux marginaux et les banques privées prêtent aux États à 6 ou 7%. C'est absolument inadmissible compte tenu des contraintes sociales et écologiques. À la fois le même raisonnement que Jean-Luc Mélenchon et une partie du raisonnement de François Hollande. Mais quand on lui dit qu'il faut proposer ça, ou quand il essaye de le proposer à Merkel, on le fait passer pour un évidemment, utopiste. avant que les choses deviennent évidentes, et le combat est long, mais il faut s'obstiner là-dessus parce que pour moi, c'est un préalable absolu. Sinon, on va faire croire qu'on a des marges de manœuvre et la seule alternative de nos chefs d'État, ça sera l'austérité. Moi, je pense que l'austérité n'est pas une fatalité. Il faut accompagner des plans de rigueur, d'un investissement massif sur la transition énergétique et la transition écologique et sociale. Vous regrettez de ne pas être allé au bout finalement d'une campagne présidentielle? Non, parce qu'il n'y aura pas eu de miracle forcément. Ce que je regrette, c'est que nos grands partis n'aient pas hissé leur niveau de conscience depuis 5 ans qu'ils ont signé le pacte écologique. Vos amis verts, vous diriez comme Cohn-Bendit qui sont embourgeoisés aujourd'hui? Non, enfin, je dis simplement qu'il faut qu'ils se mettent toujours du point de vue de ceux auxquels on s'adresse, qui comprennent pourquoi nos citoyens parfois n'ont pas compris que l'enjeu écologique détermine tous les enjeux de solidarité. Nicolas Hulot, aujourd'hui totalement voué à sa fondation et puis peut-être un livre et un film dans les mois qui viennent? Pour l'instant, exclusivement à mon enjeu écologique. Merci. Merci Thierry Guerrier.